On se rend tout de suite à Washington avec vous, Sonia Dridi, puisque les événements courent très vite pendant que nous parlons, sur l'attente d'une possible signature de Trump. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, la Maison-Blanche nous a confirmé les informations révélées un peu plus tôt par le site Axios. Selon ce dernier, les négociateurs américains et iraniens se sont mis d'accord sur un mémorandum pour mettre fin à la guerre. Cet accord cadre prévoit une extension du cessez-le-feu de 60 jours et pendant cette période, il y aura des discussions sur la question du nucléaire. L'accord cadre prévoit également la levée du blocus naval américain et la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors toutefois, un responsable américain a confié à Axios que le président Donald Trump, qui se trouve actuellement dans le bureau ovale, n'a pas encore pris sa décision. Il aurait fait passer le message aux négociateurs américains qu'il lui fallait encore quelques jours pour réfléchir. Et selon CNN, il serait en train de chercher conseil pour être certain que cet accord sera meilleur, plus solide que l'accord conclu en 2015 par Barack Obama. Alors tout à l'heure, le secrétaire au Trésor s'est exprimé ici à la Maison-Blanche devant les journalistes dans la salle de presse. Il n'a pas confirmé les informations d'Axios, mais il a déclaré qu'il y avait en effet des allers-retours entre les négociateurs. Il a également dit que le président Trump avait des lignes rouges et parmi elles, le fait que l'Iran ne puisse pas disposer de l'uranium enrichi. Beaucoup, Sonia Dridi. Regardez bien l'image qui suit. Elle donne le ton de cette soirée incroyable où le suspense est complet entre la paix ou la guerre. Les forces armées iraniennes, la télévision d'État iranienne diffuse les images du corps des gardiens de la révolution islamique tirant des missiles, affirmant qu'ils visaient des bases américaines dans la région. Et le commandement central américain affirme que l'Iran a lancé un missile balistique en direction du Koweït évidemment, qui est un important État du Golfe, en principe protégé par les États-Unis d'Amérique, intercepté par les forces koweïtiennes. Quel est d'après vous? On va voir ce que les Américains donnent comme message en parole et en acte de guerre. Mais quel est le message qui est donné ici par les Iraniens, selon vous, et par les Américains? Renaud Girard. C'est tic et toc, c'est-à-dire que vous nous attaquez, eh bien on réplique. Alors ça reste des bombardements symboliques. C'était sur contre une base militaire américaine au Koweït. Symbolique, on voit bien que vous n'êtes pas koweïtien. On tire un missile sur vous. C'est pas des tirs de saturation. C'est pas 100 Shahed en même temps. C'est un tir de missile, très bien. Et les Américains eux-mêmes, d'après le commandant central américain, ont utilisé beaucoup de retenue. C'est le mot employé par les Américains, en disant qu'ils avaient pris des mesures strictement défensives, mais qui ne remettaient pas du tout en cause le cessez-le-feu. Dixit, les Américains. Je pense que les Iraniens disent, attendez, nous on n'est pas des faibles, on fait exactement la même chose que vous, mais on ne va pas faire une action, on ne va pas escalader, on ne va pas surenchérir. Mais pardon Renaud Girard, regardez, les choses vont très vite, puisque maintenant les forces armées iraniennes auraient tiré des coups de semonce près du détroit d'Ormuz contre 4 navires qui ont essayé de passer sans leur autorisation. Évidemment, tout ça est illégal, mais enfin, là, on est sorti tout à fait du cadre légal de part et d'autre. Selon l'agence mère Elisabeth Shepard-Selam, les Américains aussi montrent qu'ils n'ont pas de tabou, à ce niveau-là en tout cas. Non, ils n'ont pas de tabou, ils mettent beaucoup de pression, y compris pas simplement militairement, mais par exemple sur les détroits d'Ormuz, des sanctions ou des restrictions sur ce nouveau entité d'autorité de gestion des détroits d'Ormuz, sur certains des navires de la flotte fantôme. Donc il y a beaucoup de pression de différentes façons pour rappeler un peu les enjeux. Regardez de quelle façon on va entendre le lancement des missiles qui donne une certaine idée du ton quand même de cet degré. Alors vous dites que tout est maintenu en deçà d'un certain seuil, c'est vrai, mais enfin quand même ils se battent. Michel Goyard, ma mère disait toujours chien qui aboie ne mord pas. Enfin là, ils aboient quand même très fort, et les uns et les autres. Est-ce qu'il est possible que derrière l'habillage diplomatique, ce soit quand même une reprise de la guerre?
Alors ça fait 2 accrochages en l'espace de 24 heures. Hein. Un cette nuit, tôt le matin, et un qui vient de se dérouler, quoi, pratiquement. Et sensiblement toujours d'ailleurs sous la même forme. Apparemment pénétration de navires américains dans la zone, tir sur les navires américains. Les Américains ripostent, détruisent les drones ou les projectiles qui sont lancés, puis tapent sur l'origine de ces tirs. Et puis les Iraniens ripostent finalement dans une 3e phase, ripostent sur un pays voisin à coups de missiles. C'est exactement a priori la même séquence que cette nuit qui vient de se dérouler pratiquement à l'instant. Donc pour l'instant on reste sur quelque chose qui est quand même très maîtrisé. Hein. C'est une forme de chorégraphie où chacun des 2 camps, les militaires des 2 camps ont leurs consignes, leurs règles d'engagement assez précises, et où il s'agit de montrer de la fermeté, il s'agit de se frotter un petit peu, mais pour l'instant il n'est pas question d'aller plus loin, quoi, parce que personne n'a intérêt à aller plus loin, et qu'il y a quand même un début de processus de négociation qui intéresse tout le monde, et personne a priori ne veut le faire capoter pour l'instant. Madame Moutet, vous êtes avec nous aussi, Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph. La paix ou la guerre? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Ni l'un ni l'autre, mais on est en train de perdre de vue que tant qu'il reste un énorme flou sur ces négociations, c'est la situation que Trump préfère. Être imprévisible, c'est pas parce qu'on pense qu'il est fou, il est déréglé, tout ce qu'on veut. Non, c'est calculé. Et l'idée consiste à obtenir plus de concessions et ne pas dépasser certaines lignes rouges. Et paix si les Iraniens acceptent d'arrêter leur programme nucléaire et de le limiter à du nucléaire civil, et pas de la façon du JCPOA de 2015, qui avait été le traité entre l'Iran et les États-Unis qui avait été signé sous Barack Obama, mais avec une réalité du fait que l'Iran n'est pas le feu nucléaire. Je crois que c'est la ligne rouge intangible. Et comme je ne vois pas très bien les Iraniens accepter, même si ils peuvent toujours se dire que leur force, il reste encore du combustible nucléaire en Iran, et il reste certaines choses, mais enfin elles sont aussi sous 50 mètres de décombres. Il faut tout sortir, il faut aller le chercher. C'est pas absolument évident. Donc, essayons de comprendre qui tire sur qui, parce que si on prend la carte autour d'Ormuz, qui tire sur qui et avec quels moyens? Quand le commandement central américain dit que l'Iran a lancé un missile balistique en direction du Koweït, on a là l'image, alors ils sont évidemment tout près, mais les Américains n'ont pas réussi à l'intercepter. Commandant Proutot. Oui, effectivement, mais je pense que c'était, comme ça a été dit tout à l'heure par le colonel Goya, c'était un tir pour dire je te vois, tu me vois, on se tient, tout le monde se tient par la barbichette, parce que s'ils avaient voulu taper vraiment, ils en auraient envoyé pas un, c'est annoncé tout de suite. On sait à peu près comment ça part. Sur le culot iranien, c'est quand même fou, parce que ils ont pris 20 000 tirs, 20 000. Et ils savent ils provoquent les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas le Luxembourg en face. Ils provoquent les États-Unis d'Amérique. Oui, 20 000 frappes, c'est énorme. C'est 20 000 frappes ciblées. C'est pas des bombes au hasard. C'est des bombes intelligentes. 20 000 frappes ciblées. Oui. Ils avaient visiblement des réserves cachées, et toute l'idée de l'Iran depuis le départ, c'est d'obliger les Américains à leur parler d'égal à égal. Pour eux, la Perse, c'est pas moins bien que l'Amérique. C'est pareil, c'est d'égal à égal. Et tant qu'ils n'auront pas ça, c'est-à-dire que non, tu peux pas me donner comme un enfant passage 3 gifles, c'est ce que les Américains ont fait dans les bateaux. Ben, si tu me donnes 3 gifles, je vais pas les prendre sagement, je vais pas aller au coin après avoir reçu mes gifles, eh bien je vais essayer de t'en donner une quand même, je ne me soumets pas. C'est ça le langage iranien. Il y a un vertige de ce que l'Iran réussit à faire là, sous nos yeux. C'est CNN qui donne ces détails. L'Iran reprend accès à d'importantes quantités de missiles stockés dans des installations souterraines après analyse de CNN de nouvelles images satellites. L'Iran a déjà relancé partiellement sa production de drones pendant le cessez-le-feu de 6 semaines entré en vigueur en avril, signe selon les sources militaires du renseignement militaire américain que CNN a interrogé, qu'ils sont en train de se reconstituer à vitesse grand V.
Il n'y a aucune surprise ici. Il n'y a pas de surprise sur le fait qu'un cessez-le-feu permet de reconstituer des forces. Il n'y a pas de surprise non plus sur le fait que l'Iran est prêt à aller jusqu'au bout pour essayer de faire en sorte que l'autorité de gestion du détroit d'Ormuz, le GSPA, qu'ils ont mis en place pas plus tard qu'il y a une semaine, puisse tenir. Et ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'il y a un double engrenage. Il y a un premier engrenage sur la manière dont ça s'est passé aujourd'hui, avec les 4 navires commerciaux, pas militaires, qui essayent de passer le détroit d'Ormuz. Et on se doute bien que ces 4 navires n'auraient pas tenté de passer le détroit d'Ormuz s'ils n'avaient pas eu une forme de garantie. Donc quelque chose similaire un peu à ce qu'on a vu au début du mois de mai avec le Project Freedom, quand la Navy américaine avait dit voilà, on va venir passer des destroyers côté ouest dans le détroit d'Ormuz et on va vous aider à sortir du détroit. Ça, c'est le premier engrenage. Mais vous n'expliquez pas leur culot. Vous êtes un grand spécialiste du Groenland. Quand on vous avait en plateau sur le Groenland, on voyait comme chaque camp avait peur quand même de s'engager trop. Là, on est à l'autre extrême absolu, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un culot phénoménal. Oui, mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que si ils mettent en place une autorité de gestion du détroit et qu'une semaine après, on essaie de passer, on essaie de les bypasser et qu'ils ne font rien, de fait, ça ne vaut rien, cette autorité. C'est tout. Oui, alors d'abord, premier élément, très exactement, c'est 23 800 frappes, à peu près moitié israélien et américain, un peu plus américain. Mais c'est pas assez, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça n'a pas été assez pour affaiblir suffisamment les Iraniens, pour enlever leurs cartes. Et la grande erreur, alors il y a eu 2 grandes erreurs de Donald Trump, d'un point de vue militaire, hein. Visiblement, c'est pas son truc, hein, la gestion de la guerre, faire la guerre. C'est au départ en limitant les moyens américains, et puis dans une deuxième erreur, c'est d'arrêter cette campagne de frappe à mi-chemin. Et donc, en fait, il n'y a aucun résultat. Donc, les Iraniens sont toujours capables de lancer des missiles. Ils contrôlent toujours militairement le détroit d'Ormuz. Et mécaniquement, oui, il y a en fait cette campagne stratégiquement pas changé grand-chose, quoi. Au contraire, oui, ça a changé un truc, c'est qu'il y a un problème en plus, c'est le détroit qu'il faut libérer. Et il y a une escalade. Souvenez-vous, quand il y a eu les premières frappes en représailles à ce Project Freedom au début du mois de mai, ils n'avaient pas frappé d'installation et d'intérêt américain direct. Là, comme c'est la deuxième fois, d'une part, c'est relativement logique qu'ils montent effectivement dans l'escalade, de manière graduée et de manière maîtrisée, mais quand même qu'ils montent dans l'escalade. Et puis ici, ce qui s'est passé, il faut bien le dire, c'est que l'engrenage essaye de faire respecter son autorité. Derrière, les Américains vont frapper les batteries à Bandar Abbas, et de fait, là-dessus, il faut que les Iraniens, et là, ils touchent effectivement les intérêts américains directs. Jusqu'où les Américains vont se laisser chatouiller à ce point-là? Écoutez, Bessent, il est évidemment un des hommes clés, ce pilier de cette administration, c'est le plus dur souvent. Rappelez-vous, quand il tapait sur les Européens, c'est celui qui a les crocs les plus acérés, et là, il dit, notre patience a des limites. Mais notre patience n'est pas illimitée. Trump privilégie toujours un accord de paix. C'est pourquoi toutes nos actions jusqu'à présent ont été défensives. Il ne peut pas obtenir d'accord de paix, alors l'option militaire sera de nouveau d'actualité. Donc, l'équivalent d'un ministre des Finances. C'est comme si M. Lescure en France voilà. la charge. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, mais c'est incroyable de pouvoir parler comme ça, que dans une guerre préventive, non autorisée par la charte des Nations Unies, que ces mêmes Américains avaient mis en place en 1945, il a l'air d'oublier ça. Ils ont même été assassinés, les leaders iraniens. Non, nous sommes que dans des... On a fait un briefing à la Maison-Blanche parce que Caroline Leavitt est donc en congé mat. Voir les secrétaires, on a vu Marco Rubio y passer, tout le monde y passe, donc c'est son tour, et il parle de maintenant, c'est-à-dire les actes qui ont eu lieu ces 40 lignées, justement la position de l'administration américaine actuelle. Et à chaque fois, il y a la parole, il y a le bâton qui vient l'appuyer. Hein. Ce sont ces toutes nouvelles images que le commandement central américain a publiées, où on voit sur le pont de... Et c'est pas pour rien qu'Hollywood est une des principales industries. Ils choisissent très exactement aujourd'hui, là maintenant, dans ce nouveau rapport de force, de publier ces images-là. Petit éclairage technique, d'abord, Michel, sur ce qu'on voit là exactement. Là, ce sont des F-35. Enfin, là, c'est un F-35C, donc la version navale. Ça, c'est un F-18, un Super Hornet. Mais il faut bien comprendre que les forces armées, ils jouent pas ils font pas de la belote, hein, en attention. Donc, ça vit en permanence, ça se prépare en permanence, ça recomplète les munitions. Donc, tous les jours, vous avez des rotations, vous avez des avions qui partent en patrouille dans la région du détroit d'Ormuz, et ce sont ces avions en patrouille, d'ailleurs, qui agissent pour taper sur Bandar Abbas, etc. Donc, l'activité ne cesse jamais, en réalité. Commentaire là-dessus aussi, s'il vous plaît, commandant Poutot. Vous avez été sur tous les théâtres d'opération. Qu'on comprenne bien, ce qu'on voit exactement là, parce que les Américains veulent montrer, évidemment, ils ont 11 porte-avions,
Oui. Tous ne sont pas en état de marche immédiat, mais enfin, qu'est-ce qu'on voit exactement à l'image là? Ah ben là, on voyait un avion de... C'était Nao. C'est ça. Un avion de radar, qui fait la surveillance, qui permet de voir tout ce qui vole. Voilà. Et puis derrière, la chasse qui doit, le cas échéant, intervenir parce qu'il n'y a plus rien à chasser sauf les drones. Avec cette façon de montrer cette particularité, je crois, des porte-avions américains, qu'ils ont plusieurs pistes de décollage, c'est ça? Ils ont 2 catapultes. C'est ça, 2 catapultes, et ils peuvent aussi atterrir pendant que l'autre décolle. Oui, bien sûr, mais il faut bien comprendre, il y a toujours des avions en l'air. Il y a toujours des avions en l'air, ne serait-ce que pour protéger, qui sont des patrouilles, qui font des patrouilles de combat, des CAP. Et puis vous avez des patrouilles au-dessus du détroit d'Ormuz, donc vous avez en permanence des avions en l'air et prêts à tirer jour et nuit. Question de béotien, moi je pose toujours cette question de béotien. J'ai toujours pas compris l'énorme volet qui se rabat ou qui derrière l'avion qui décolle. Il sert à quoi exactement? Pour que les gaz ne brûlent pas tout ce qui est derrière, parce que vous avez ils mettent de la post-combustion il faut mettre quand même, ils mettent de la post-combustion pour décoller, ce qui et donc ça fait une chaleur terrible. Et donc pour protéger les gens qui sont derrière ou le matériel même qui est derrière. C'est en même temps un effet de poussée. On a, il s'appuie sur le volet. Voilà, il y a plus de poussée. Donc, oui, c'est une pression sur le volet qui renvoie qui donne plus de puissance à l'avion. C'est un porte-avions type catobar, on appelle ça, avec catapulte. Donc ça permet ces catapultes d'envoyer des avions plus gros. Vous avez d'autres modèles de porte-hélicoptères ou de porte-avions plus petits qui n'ont pas de catapulte, et là vous êtes obligés d'avoir soit des avions à décollage vertical, soit des avions un peu plus petits, et qui donc prennent moins de charge, vont moins loin, etc. L'avion radar, à la place vous avez un hélicoptère plutôt radar, donc ça porte l'aristocratie du porte-avions. Les Américains en ont 11, nous on en a un, il y en a un en Europe, c'est le Charles de Gaulle. Mais ici, Darius, vous parlez tout à l'heure de scénarisation. Le fait que ce soit Scott Bessent qui se soit présenté, ce que vous voyez ici d'un point de vue militaire, vous avez également le volet économique, Economic Fury économique, qui est le volet donc économique bien sûr de la guerre, et ce qui a été décidé hier par l'agence qui s'occupe en fait des sanctions, l'OFAC côté états-unien, c'est de sanctionner spécifiquement donc une semaine. Donc ici, ce que les Américains essayent de faire, c'est mettre une pression pas juste militaire mais aussi économique pour que personne ne puisse commercer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire payer finalement ce péage ou cette taxe environnementale, peu importe. Et ils le font pas que sur le détroit d'Ormuz d'un point de vue maritime, ils le font aussi, en tout cas c'est ce qu'ils le disent, sur le volet aérien, en disant voilà, nous allons également sanctionner toutes les compagnies aériennes iraniennes ou qui ont des liens. Parlons, il est 23h12, bientôt 13h de Paris. On voit bien que les Iraniens ont tiré, les Américains ont tiré. Est-ce que ce sont les Iraniens qui ont le plus peur quand même de ça, ou les Américains qui se disent tire sur Koweït, ça va être l'apocalypse si on tente de nouveau de repartir au combat? Je pense que c'est les pays du Golfe qui ont surtout le plus peur. Oui. C'est eux qui prennent le plus, qui craignent le plus. Les Américains matériellement, en réalité, il ne risque pas grand-chose. Il peut y avoir de la casse. Il risque le risque majeur pour... Tel que est mené, entre guillemets, le combat, à moins d'avoir effectivement un manpower qui touche un avion, qui veut voir un peu plus bas qu'il ne devrait. On l'a vu, on l'a vu, avec un simple lance-missile à l'épaule. Mais ça peut se reproduire. Si imprudemment l'avion, ou même un avion qui peut avoir des difficultés, ça peut arriver, même si le matériel est efficace, il peut y avoir ce problème. Mais ça, c'est une crainte du deuxième pilote, c'est le point de non-retour au niveau opérationnel pour eux. Parce que quand on voit la quantité d'équipements qui ont été perdus, c'est une magnifique opération, mais je peux vous dire qu'au niveau tactique, on ne peut pas tenter un deuxième coup comme celui-là. Si on veut sauver... Stratégiquement, les Américains, aujourd'hui, Donald Trump veut la paix. Mais il a moins de temps que ses adversaires iraniens. Les Iraniens ont tout le temps qu'il faut pour négocier. Lui, il a moins de temps. Alors, c'est le moment où les Iraniens doivent surtout pas montrer de faiblesse. Et s'ils montraient des faiblesses, eh bien, les Américains essaieraient de s'engouffrer dans la brèche. Il y a un côté supplice. Moi, j'ai un copain qui avait été diplomate européen à Téhéran. Il me racontait de quelle façon les Iraniens, chaque matin, le faisaient revenir au ministère. Il devait traverser tout Téhéran et il disait « revenez demain ». Chaque soir, il le faisait poireauter toute la journée. Il disait, c'est bien, merci d'être venu, mais le ministre ne peut pas revenir demain. Et c'est la tactique. Ils ont dit aux Américains, leur langage aux Américains, c'est le 26 février, 2 jours avant la guerre, on négociait avec vous et on prenait
des rendez-vous échelonnés très très proches les uns des autres un samedi. Mais maintenant, eh bien, nous ne négocions pas sur le nucléaire tout de suite. Nous négocions d'abord un protocole d'accord sur le détroit d'Ormuz et sur la levée iranien gelée actuellement au Qatar. Et ensuite, peut-être, on reprendra les négociations nucléaires à notre rythme. C'est exactement ce que disent les Iraniens. Et vous nous faites pas peur lorsque vous nous tirez dessus. Nous maintenons notre ligne, mais les Iraniens ont bien compris que stratégiquement, la ligne nouvelle de Trump, c'était d'aller au deal. Mais aujourd'hui, là, nous sommes le 28 mai, effectivement, nous sommes le 3e mois versaire de cette guerre, hein, donc depuis 90 jours, depuis le 28 février. Ça se dit mois versaire écoutez, oui, pour les enfants de moins de 12 mois. Moi, j'ai des filles qui disent mon moisiversaire, mais je savais pas que ça se disait... moisiversaire, ça c'est quand même un peu bizarre, moisiversaire. Mais en tout cas... C'est suisse. Allons-y sur le mois versaire, si vous le permettez. Là, l'enjeu, évidemment, donc c'est de marquer le coup, mais au-delà de marquer le coup, les masques tombent. Les masques tombent parce que depuis le cessez-le-feu du 9-10 avril dernier, là, c'est la première fois qu'on a, côté américain comme côté iranien, le message qui est sorti que, là, le cessez-le-feu, il y a une vraie entaille vis-à-vis de ce cessez-le-feu. Ils n'ont pas dit que c'était fini, hein, ils n'ont pas dit que c'était la fin et qu'on allait reprendre les combats, mais c'est la première fois qu'ils disent et l'un et l'autre que l'autre, effectivement, est en train de briser le cessez-le-feu. Trump est-il tombé sur un os avec cette république islamique qui est un régime de fer, qui a tellement tué, pendu, etc., mais qui tient bon, il tient bon depuis 47 ans. Écoutez-le qui pourtant redit, mais oui, s'il le faut, je suis prêt à la guerre. L'Iran veut vraiment trouver un accord. Pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Nous ne sommes pas encore satisfaits, mais un jour ce sera bon. Il faudra bien que nous finissions le travail. Mais ils n'ont plus de marine, comme je l'ai déjà répété. Ils n'ont plus de marine, plus d'aviation, plus rien. Ils négocient sur aucune base. Mais s'il le faut, on y retournera. Maintenant, il semble qu'ils veulent juste trouver un accord. Je ne pense pas qu'ils aient le choix. Ça, c'est très embêtant, parce que quand on le dit, il faut pouvoir le prouver. Pour l'instant, les Iraniens n'ont pas l'air si pressés que ça. C'est ça que vous dites. Oui, non, bien sûr, mais il est coincé. Alors d'abord, oui, effectivement, on l'évoquait, mais d'abord, quand il parle à son électorat. Point. Voilà, tous les messages qu'il envoie, c'est à son électorat. Mais son électorat est pas bête. Il se rend bien compte que ça pédale un peu. Ils sont inquiétés par autre chose. Ils sont inquiétés aujourd'hui par l'inflation, par le prix de l'électricité, par le prix de l'essence. Oui. Ils sont très introspectifs. Ils focalisent pas forcément sur qui gagne la guerre. Ils veulent juste savoir quand ils vont payer moins cher. Attention, la croissance en avril qui est tombée à 1,6%. Attention, l'inflation pour les consommateurs qui en avril est à 3,8%. Mais la bourse marche pas mal, la bourse est bien, etc. Oui, mais 3,8 d'inflation. C'est normal. Mais ceci dit, pour répondre à votre question, oui, il est tombé sur un os, bien sûr. Pourquoi un os à ce point-là? Expliquez-nous, s'il vous plaît, pourquoi, là on a un cas, République islamique d'Iran, 90 millions d'habitants, plus je crois même, un des plus grands pays du Proche-Orient, quand même, les Occidentaux ont réussi, ça déplaît à Renaud Girard, mais enfin ils ont cassé là, le pouvoir libyen, ils ont cassé le pouvoir irakien avec des succès, on aime ou on n'aime pas, mais de fait ils ont réussi. Où est-ce qu'est le succès en Irak, où est-ce qu'est le succès en Libye? C'est peut-être un échec à la fin. En Libye, c'est le chaos dans toute la Libye et dans tous les pays alliés de la France du Sahel. Oui, quant à la Mésopotamie, il y a un chaos qui est toujours pas... On a fait tomber le régime libyen, la suite c'est autre chose, c'est un autre exercice. Et le régime irakien est tombé aussi, les talibans aussi, mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des combattants au sol, il y avait des mecs qui se battaient au sol. C'est ça qui est... Nous, on a porté... Enfin, les Américains sont allés en Irak, en Afghanistan aussi, mais même pas au début, d'ailleurs assez peu. C'était parce qu'il y a des combats au sol. Là, il y a qui au sol qui combat le régime je pense... Oui, ben le peuple, non, il ne combat plus. Il ne combat plus maintenant. Et quand on fait de la stratégie, mon colonel, vaut mieux penser à la suite quand même. Ah ben ça, je suis d'accord. Mais on peut pas... parlait tout à l'heure de son électorat. L'électorat de Trump est extraordinairement sectionné. Enfin, il a des idées différentes. Et donc, il est en train de parler aux gens qui ne sont pas contents qu'il aille à la guerre pour dire qu'il est dans une situation où ça va être impossible de ne pas y aller. Et toutes les déclarations sont absolument faites pour parler à certains segments de Baga, pour parler à certains segments des républicains classiques, pour parler à certains segments de gens qui avaient voté démocrate avant et qui votent pour lui maintenant. Et à chaque fois, je pense que les expressions sont plus choisies qu'on a l'impression de le voir. Regardez, avançons, puisqu'on a beaucoup d'autres informations. D'abord, regardez, ça continue, il y a les avions, etc. Et il y a un ravitaillement massif. Cette énorme machine où la logistique compte énormément chez les Américains, elle est là, elle est en route. Elle est en route depuis le début du cessez-le-feu.
cessez-le-feu. En réalité, on a vu notamment en Israël, on a vu des livraisons d'armement, mais aussi tout ce qui est logistique autour des soldats. Il faut le dire, autour des vivres et autres, des avions ravitailleurs. On a vu je pense qu'il y en avait une trentaine de KC-135 sur le tarmac de Ben Gurion. Donc on voit énormément de préparation au cas où. On sait que les Américains sont très forts en logistique. Je vous donne quelques autres éléments et je vous lancerai. Mais les marins américains effectuent la maintenance d'aéronefs dans le hangar du porte-avions USS Bush. On voit des images de l'USS Tripoli, l'armée américaine qui est prête là aussi, qui montre en tout cas des images qui semblent l'alléguer. Avec ce ravitaillement sur le porte-hélicoptère, donc USS Tripoli, le John Finn, USS John Finn, destroyer lance-missile, qui effectue maintenant un nouveau ravitaillement en mer avec le cargo et navire de munitions Alan Shepard. Il y a là une nouvelle conjonction de moyens, comme si il pouvait frapper encore plus fort. Quel est le scénario si Trump s'impatiente vraiment et dit « je veux passer à l'échelon supérieur », qu'est-ce qu'il a comme moyen ? Alors, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de renforcement, en fait. Tout ça, c'est du regroupement. Le seul moyen un peu nouveau qu'il y a depuis le cessez-le-feu, je crois que c'est l'arrivée du porte-avions Bush, mais qui était lancé bien avant. En réalité, ce qu'il y a de différent par rapport à la première campagne, enfin par rapport au 28 février, les moyens qui étaient en place, il y a un peu plus de moyens aériens, effectivement, avec l'arrivée du Bush en particulier. Il y a des capacités un peu différentes avec l'arrivée des Marines et de la brigade parachutistes. Donc là, on peut mener des opérations aéroterrestres un peu plus, un renforcement des forces spéciales aussi probablement. On peut peut-être faire des choses à l'intérieur du territoire iranien, au moins sur la côte. Voilà, on peut faire des actions aéroterrestres, s'emparer éventuellement de l'île de Karg, s'emparer des îles dans le détroit, des choses comme ça. Ça, on pouvait pas le faire. Les Américains ne pouvaient pas le faire au 28 février. Mais globalement, les moyens sont pas considérables. Donc les scénarios militaires, c'est soit je recommence une campagne de frappe. Sur quel objectif, on ne sait pas trop. Soit je tente des choses un peu nouvelles, mais qui seront beaucoup plus risquées. On revient à cette idée de risque humain pour Donald Trump, mais qui seront peut-être un peu plus décisives. À un moment donné, si rien ne se passe, il faudra quand même débloquer le détroit d'Ormuz. C'est le problème le plus urgent, quoi. Mais dans tous les cas, la décorrélation qu'il y a entre le sujet du nucléaire d'un côté et le sujet d'Ormuz, qui a été créé par évidemment le 28 février, là aujourd'hui, il est tout à fait à l'avantage des Iraniens. C'est-à-dire qu'il y a eu une stratégie de goalposting ici, donc de déplacement tout simplement des objectifs de négociation, où effectivement là l'enjeu principal pour tout le monde, c'est-à-dire pour Trump, pour son électorat MAGA qui est fragmenté depuis samedi, mais véritablement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie rupture depuis samedi et j'espère qu'on pourra rentrer dans le détail, et derrière pour l'ensemble des économies bien sûr qui sont dépendantes du détroit d'Ormuz, et y compris la Californie par exemple qui importe 30% de son pétrole brut depuis le détroit d'Ormuz par exemple, fondamentalement pour tous ces acteurs-là, le détroit d'Ormuz est la priorité, moyennant quoi les Iraniens se sont gagnés du temps stratégiquement en termes de négociation et le nucléaire reviendra après. Là, on n'en est qu'à essayer de négocier pour essayer de régler ce qui a été créé par le 28 février. On n'en est que là. Non, mais s'agissant de la question que vous posiez, qu'est-ce qu'il peut faire au niveau tactique, au niveau combat? À mon avis, rien. Sinon, ça aurait été, contrairement à l'idée que l'on dit qu'il a arrêté trop tôt, oui, mais il a arrêté trop tôt parce qu'il n'avait pas les moyens de continuer au niveau des réserves de munitions. On en est là vraiment, c'est-à-dire que vraiment vous conjecturez que les États-Unis d'Amérique se sont arrêtés parce qu'il y avait une sorte de défaut d'approvisionnement. Mais vous imaginez ce qu'a pu coûter déjà la protection d'Israël, puisque tout ce qui est fourni à Israël vient des États-Unis pour faire le dôme de fer. Mais ce qui n'a pas été fait au niveau des pays du Golfe, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas les moyens suffisants, je pense, pour que ça soit fait. Et le chiffre qu'a donné le colonel Goyard tout à l'heure est quand même sidérant. 23 000 frappes, surtout au niveau de ces frappes. Il ne frappait pas avec un shed, il frappait avec du lourd. C'est du lourd et précis. Ouais. Au minimum 41 23 000 milliards. bombes guidées, parce que c'est eux, c'est les Américains qui livrent Israël. 23 000 bombes guidées. À mon avis, en France, si on a 1200 bombes guidées, c'est bien le maximum. Oui. Voilà, bien le maximum. On parle de 41 milliards d'efforts de guerre aussi.
Ils ont tiré 24 000 Ah oui, on bombes est guidées. dans une autre dimension. Non, On parlait de la mais Libye. on n'a pas la même Libye, je vous rappelle, protection, on c'est a sûr. tiré 400 munitions. C'est ça. En 6 mois, je crois, Oui. guidées. Et on commençait à se poser des questions sur la suite. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, donc c'est sans doute même pas 1200. Et donc c'est tout à fait possible qu'avec 24 000, effectivement, ils étaient pas loin de l'épuisement des stocks. Peut-être le critique, c'était dans les intercepteurs, quoi. Oui. Les C'est missions surtout les critiques, c'est intercepteurs. l'interception de missiles. Non, On mais s'aperçoit que les Iraniens continuent à lancer les missiles et C'est les patriotes, c'est les TAD, notamment. C'est pas forcément les bombes pour frapper, mais si on peut pas se protéger, notamment protéger nos alliés, que ça soit les pays du Golfe ou Israël. Tout ne vient pas des États-Unis, mais une grande partie. Effectivement, de toute façon, on a besoin d'avoir cette protection de tous les pays du Golfe et les bases américaines dans le Golfe. Mais aussi, s'il y avait eu un peu plus de moyens offensifs dès le départ, peut-être que tout cet arsenal de missiles balistiques aurait pu être écrasé un peu plus tôt. On l'a vu, si on avait plus d'offensives, il y aurait eu moins de dégâts déjà américains sur les bases, en Koweït, en Arabie Saoudite et ailleurs. Parce que les autres dégâts sont minimes comparés aux dégâts en réalité sur les bases américaines. On voit la question du stock, c'est-à-dire qu'on a vu que 40%, ça a été largement commenté et révélé, 40% des stocks d'intercepteurs ont été engloutis dans ces premiers mois de guerre. Ouais. Puis vous avez plus de 40 milliards de dollars qui ont été engloutis en efforts de guerre direct. Vous avez un coût pour l'économie mondiale qui est estimé entre 600 et 900 milliards à l'échelon mondial. Donc fondamentalement, on a un coût qui est très clair, en plus des questions de stock, effectivement, qui pose une limite. Mais là, on a une limite qui va être aussi politique pour Donald Trump, qui est la question de l'impact sur l'image que le coût économique de cette guerre aux États-Unis a pour sa majorité, ou plutôt je devrais dire pour ses supporters MAGA. C'est-à-dire qu'on le voit très clairement quand on voit que les coûts, les prix des fertilisants aux États-Unis ont augmenté de 44% depuis la fin du mois de février. Ça touche les agriculteurs qui, à 78% dans les États du Sud, donc plutôt rouges, plutôt républicains, disent nous n'avons pas les moyens d'acheter les semences et les engrais pour semer à la prochaine saison. On voit la même chose sur l'énergie. Nico est le seul personnage sur la Terre entière qui connaît l'état des matières premières, le taux des matières premières. Il n'y a pas besoin de consulter les sites. Il a tout en tête. C'est assez rare comme. Je révise avant de venir. Chacun ses pathologies. Bravo, Nico. Information, l'agence Fars, je glisse juste cette information puisque les choses sont en train d'évoluer. Les agences de presse iraniennes, alors chacun fait sa propagande, c'est très difficile de faire la part des choses ce soir, mais les agences de presse iraniennes font état de tirs. Les forces armées iraniennes ont tiré des missiles depuis des régions sud du pays vers des cibles précises, disent-ils. On verra dans les minutes qui suivent si c'est vérifié ou infirmé. La cible exacte de ces missiles n'est pas encore connue. Certaines sources évoquent la possibilité d'un affrontement dans les eaux du Golfe Persique s'ils visent des États comme le Koweït, les Émirats Arabes Unis, Oman peut-être, l'Arabie Saoudite surtout. C'est extrêmement grave. Oman, oui, mais je pense qu'ils se concentreront sur les bases américaines et notamment dans les Émirats et au Koweït. Donc vraiment beaucoup plus proche de ces eaux. Je ne les vois pas du tout frapper ni l'Arabie Saoudite ni Oman, parce que c'est deux pays. Ils l'ont fait. Arabie Saoudite, ils l'ont fait. Mais ça n'a pas été des bombardements massifs comme sur les Émirats Arabes Unis. Les Iraniens n'ont pas la même opinion des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite. Ils pensent que l'Arabie Saoudite, évidemment, l'allié des Américains, mais c'est conduit, je dirais, normalement avec eux. Ils pensent, et ils le disent d'ailleurs, que les Émirats ont trahi l'Iran. C'est tout à fait différent. Et ils veulent, en fait, il faut le savoir, ils veulent la peau des Émirats. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Émiratis? Ils disent, on va peut-être avoir effectivement les Français qui nous aident, les Israéliens peut-être qui vont mettre un masque, mais ils ont négocié, ils viennent de négocier, c'est aujourd'hui ça, je vous livre ce scoop, un accord avec l'armée égyptienne. Donc, de même que, vous vous souvenez, le Qatar, quand il était menacé par les Émirats et l'Arabie Saoudite, il avait fait appel à l'armée turque pour l'aider. Et bien là, les Émirats, ils ont très peur, ils font appel à l'armée égyptienne, et c'est un bon deal pour les Égyptiens parce qu'ils ont besoin d'argent, les Émiratis ont beaucoup d'argent. Ce qui se passe en tout cas ici, commandant Proto, vous connaissez très bien cette région, vous avez travaillé parfois avec certains de ces monarchies du Golfe. En réalité, elles sont en ébullition ce soir. Le fait qu'il y ait des tirs en leur direction, c'est un événement grandissime. Mais bien évidemment, puisque de toute façon, ils n'ont pas eu déjà la couverture à laquelle ils étaient en droit de s'attendre vu les accords qu'il y avait avec les États-Unis au moment où l'Iran a bien compris que c'était le point faible du système. On se met à leur place. Ils n'ont pas les moyens de riposter. Sur quoi ils vont taper. Par contre, ils sont suffisamment petits pour qu'une frappe
à chaque fois, puisse avoir un effet beaucoup plus important que sur un territoire comme 3 fois la France, comme est l'Iran. Les drones Reaper sont peut-être en action. C'est toujours les versions iraniennes. Là, on verra ce que disent les Américains dans un instant. Un aéronef hostile a été intercepté au-dessus de la province de Boucher. C'est là où il y a cette centrale, n'est-ce pas, je crois, dans le sud de l'Iran, toujours selon cette agence iranienne Tasnim. D'autres médias évoquent la destruction du drone américain Reaper. Ce serait un de plus. Je crois qu'il y en a 20 ou 24. 24 sur 25 peut-être. Revendiquer un 25e hier ou entière, qui est beaucoup moins sûr. Mais oui, c'est possible. C'est possible. De toute façon, il y a des Reapers qui, justement, pour surveiller le détroit en permanence, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et en même temps, on le voit à l'image, c'est quand même un aéronef qui est relativement vulnérable face à une défense aérienne un petit peu consistante, quoi. Donc, c'est pas complètement impossible. Ça fait un de plus. Ça coûte. Ça fait 1 milliard de dollars pour l'instant en perte des Reapers. Je rappelle qu'en France, on en a 12. Voilà. Et puis, donc, ça serait déjà fini. Aussi. Ah oui, on aurait déjà épuisé notre stock de Reaper. Oui. Est-ce que c'est tenable pour les uns et pour les autres? Pour les Iraniens, vous avez dit, ils ont le temps. Est-ce que les États-Unis peuvent se permettre de garder cette situation comme ça, flottante, pendant 10 jours, 100 jours, 200 jours, quoi? Donc 100 jours, 200 jours, le coût économique pour les États-Unis comme pour le reste de ses alliés est beaucoup trop important, ça c'est garanti. En revanche, effectivement, ou bien ils sont en accord, ou bien ils vont plus fort dans la guerre. Effectivement, c'est-à-dire que là, il n'y a pas 15 000 scénarios. Soit effectivement, il y a un accord d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça peut être un accord qui peut simplement gagner du temps, mais de fait, un accord et un vrai cessez-le-feu. Soit effectivement, une reprise des frappes. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est qu'il y a un blocage, il y a un tabou qui est effectivement le fait de mettre des boots on the ground, de mettre effectivement des hommes sur le sol. Il ne le fera, en tout cas, dans tous les signaux qu'il envoie aujourd'hui, pas. Ça changera peut-être, mais ce qui est important ici, je rappelle, et là je ne vais pas vous faire la longue liste des commodités qui ont pris en termes de prix, évidemment, depuis le 28 février, il y en a beaucoup, mais 100 jours, le coût économique, même pour les États-Unis, il est absolument insupportable. Donc là, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ici à l'anniversaire de Donald Trump le 14 juin, qu'est-ce qu'on fait d'ici, bien sûr, au 4 juillet, à l'anniversaire du 250e anniversaire donc de l'indépendance des États-Unis, et puis jusqu'à où, dans la campagne des midterms, Donald Trump peut-il continuer à être dans le flou vis-à-vis de cette guerre? Quand on a vu à partir de samedi à quel point l'électorat MAGA et les leaders MAGA se sont fracturés, pour le coup, ça c'est intenable si vous voulez faire campagne. L'idée c'est qu'en fait, dans ce combat de boxe, c'est comme si je vous proposais un combat de boxe. Je dirais non tout de suite. Voilà. Non, mais et si je disais, si je vous disais, bon. En fait, Darius, je commence ce combat contre vous, mais en fait, je ne viserai jamais au plexus solaire. C'est-à-dire, je ne viserai que la tête. Vous avez compris, c'est-à-dire, au lieu de vous protéger un peu comme ça, vous protégerez que la tête, et donc ça serait beaucoup plus difficile de vous mettre KO. Au départ, comme je tape sans que, avant le coup de sifflet, vous recevez vous êtes un peu comme ça, voilà, vous voyez quelques étoiles, ça c'est le début, le 28 février, quand ils perdent le chef. Colonel Goya, regardez la démonstration et apprenez, vous regardez pas. Et donc en fait, les Américains disent, quand ils disent, c'est un avantage stratégique considérable qu'ils donnent aux Iraniens. Je crois que vous excédez le colonel Goya, franchement. Quand ils disent, colonel Goya, ne vous laissez pas faire. Quand ils disent, on va pas attaquer au sol. Ça, c'est effectivement, quand ils le disent eux-mêmes, ils auraient pu garder le secret. On a d'autres informations, et elles donnent crédit à ce que vous disiez tout à fait, commandant Proutot, sur le manque de munitions. On a, au fur et à mesure que les choses évoluent, c'est un rapport du Centre d'études stratégiques internationales sur la faiblesse du stock des missiles américains. Ça explique en partie ce qui est en train de se passer sous nos yeux. L'approvisionnement des 3 munitions clés de l'armée américaine serait à la limite. On parle des missiles de croisière Tomahawk, on parle des bombardements offensifs et défensifs, et en particulier des intercepteurs Patriot et THAAD. Oui, parce que en fait, la précision, c'est la force de cette armée de bombardement. À partir du moment, mais pour qu'elle soit précise, ça coûte cher. Le fait que ça coûte cher fait que chaque fois que vous tirez sur un objectif qui est peut-être pas le bon, ça s'appelle la déception, ça existe aussi. Des moyens qui ont été mis sur place, ou peut-être on a surévalué l'objectif, on a perdu un moyen de taper sur un objectif plus solide. Ce qui fait que ça pose un problème déjà, si tous les objectifs, puisque c'est ce qu'on nous a redit à l'envi, avaient été bien définis, ils auront été normalement touchés.
Donc, or, ça continue de tirer. Donc, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'on n'a pas tapé vraiment où il fallait. Et on n'a plus les moyens de taper, même si on identifie les positions. Comment se fait-il que ce soit si imprévisible ? Je réécoutais récemment, je ne sais pas si c'est un vrai enregistrement, je crois qu'il y a encore quelques doutes, mais Adolf Hitler dans le train avec Mannerheim. C'est une des rares conversations où c'est enregistré, c'est une fin de conversation où on entend Hitler, c'est très intéressant, qui est hors discours officiel, hein, qui avoue qu'il a sous-estimé les soviétiques, qu'il a sous-estimé les moyens qu'il faudrait mettre face aux soviétiques. Quoi qu'il en soit, est-ce que même l'Allemagne, qui avait un tel effort industriel, a été à l'époque en dessous de ce qu'elle avait prévu ? Oui, face à l'Union soviétique, mais il y avait quand même un grand flou sur qu'est-ce qu'était vraiment l'Union soviétique, qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Et donc oui, il y a une sous-estimation grossière, mais il y a une sous-estimation grossière aussi des États-Unis. Je rappelle, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. C'est une décision complètement folle. Et en se disant, vous savez, côté allemand, on dit de toute façon les Américains c'est des gros mous. Il les sous-estimait complètement. Ah oui, complètement. Donc ça aboutit à des erreurs d'analyse qui sont considérables. Là, on n'en est pas dans cette situation. On connaissait le potentiel iranien, on connaissait à peu près ce qu'ils étaient capables de faire. Donc on est quand même un peu mieux renseigné globalement que dans les années 40. Donc on aurait pu. Je pense d'ailleurs que les militaires américains ont bien organisé le truc, ont bien anticipé, ont bien planifié, mais c'est au niveau politique qu'on s'est un peu illusionné. Mais il y a dû y avoir des leurres, mon colonel, parce que 23 800 cibles. Vous imaginez ce que ça fait ? Il n'y a pas 23 800 casernes en France. Non, c'est frappe, c'est pas forcément cible. C'est 500. C'est les frappes. Ce sont des frappes, c'est les pas des frappes. cibles. 23 800 C'est les frappes, ça ne veut pas dire cible. Oui, mais avec des missiles... Sur un commissariat, il suffit d'une bombe. Sur un commissariat de police ou un... Une frappe peut avoir plusieurs projectiles. Oui, c'est surtout ça. Enfin, ça ne veut pas dire... Plus, une frappe peut avoir plusieurs causes. Donc 23 800, c'est énorme. Vous imaginez ? Enfin, il n'y a pas 23 800... installations sécuritaires en France. Si vous prenez tous les groupements de gendarmerie, les casernes, les ports militaires... Le pays est quand même plus grand. 80 000 sorties de frappe en 1990. 91 plus précisément, contre l'Irak. 80 000. Alors c'était beaucoup moins de missions de précision, etc. Mais c'était quand même une puissance qui était en réalité supérieure. Les délais de livraison, regardez le luxe de détails qui sont donnés par plusieurs sources américaines qui sont vraiment assez surprenants. La période de vulnérabilité pourrait durer des années. Il faut toujours se méfier des prévisions, mais enfin en tout cas durablement. Jusqu'à ce que les stocks reviennent à des niveaux antérieurs, plusieurs années avant qu'ils n'atteignent les niveaux souhaités par les stratèges militaires. On pense évidemment aux Chinois qui doivent regarder tout ça avec beaucoup d'attention. Oui, non, mais le problème, c'est que les Américains n'ont pas que l'Iran à gérer, effectivement. Donc, il y aurait. On parlait de 1990. Bon, l'Union soviétique s'effondrait. Ils n'avaient plus de compétiteurs dans le monde. La Chine, c'était pas une menace militaire vraiment pour eux. Donc, ils pouvaient se concentrer effectivement sur l'Irak. Ils pouvaient concentrer tous les moyens aériens et terrestres. À l'époque, ils osaient. Et donc, oui, ça une puissance qui est absolument phénoménale. Maintenant, il n'y a pas que l'Irak. Ils sont obligés de tenir compte un peu, en particulier la Chine. Et même leurs propres priorités. Enfin, on a quand même le Nimitz qui est à côté de Cuba. Ils ont des priorités un peu de tous azimuts, il faut le dire. Il y a une certaine dispersion. Il y a une certaine dispersion quand même. Mais ça veut dire que si demain, par exemple, l'Indo-Pacifique, qui est très inquiet, le Pentagone s'inquiète beaucoup de cette question de l'Indo-Pacifique, notamment Eldridge Colby. C'est des problèmes vraiment qu'ils auraient pour ces questions de production. On parlait des missiles Tomahawk. Les missiles Tomahawk, Trump 2 les a utilisés en Syrie, les a utilisés en Somalie, les a utilisés au Nigeria, ils ont utilisé massivement au Yémen, une première fois en 2025 contre l'Iran, super massivement maintenant. Alors forcément, oui, à force. Et à force de ne pas produire assez vite. Ça finit par bloquer mécaniquement. Mais d'une manière générale, l'armée américaine est devenue une armée de haute technologie. Faite pour vraiment un conflit éventuellement très court, mais qui est, au bout d'un moment, se retrouve manque de souffle. Et quand vous avez d'un seul coup un pays comme l'Iran qui a une masse de missiles
balistique et qu'en face vous avez que très peu d'intercepteurs qui sont beaucoup plus coûteux, beaucoup plus sophistiqués, etc. Est-ce que ça doit nous angoisser? On est souvent ambivalent à l'égard des Américains. Souvent on les aime pas pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on les aime peu ou moins, mais en même temps on est bien content qu'il y ait un gendarme du monde qui soit plutôt dans le camp occidental que ce soit les Chinois. Ce qui nous angoisse, c'est qu'avec tant de munitions dépensées, il y ait aussi peu de gains politiques. Autant de destruction et si peu de gains politiques. Qu'est-ce qu'il a eu, Trump, comme depuis qu'il s'est mis à faire la guerre? Au début, il avait promis qu'il ne ferait pas la guerre, jamais, et qu'il finirait même les guerres existantes, même celles qui n'ont pas été déclenchées par lui, comme celle Russie-Ukraine. Non mais Renaud Girard, pardon, vous êtes éditorialiste au Figaro. L'Occident, c'est quelque chose pour vous? Bien sûr. Bon, les Américains sont quand même de notre camp, en gros, ou non, pour vous? Oui, tout à fait, oui. Bon. C'est-à-dire, est-ce que je préfère être dominé par l'Empire américain que par l'Empire russe ou l'Empire chinois? Je vous réponds oui. Alors, est-ce que je préfère être indépendant, mais s'il fallait choisir, je choisis l'Empire américain. Quitte à choisir un protecteur, quand vous voyez ce qui se passe, est-ce qu'il y a un petit moment de vertige de se dire, tiens, les États-Unis d'Amérique sont à la limite de leurs possibilités? À la limite de leurs possibilités, et surtout n'arrivent pas à obtenir des gains politiques. Ce qu'on veut, c'est qu'ils obtiennent des gains politiques. Ils auraient réussi. Le 5 mars, on aurait vu M. Trump et M. Netanyahou défiler dans les rues de Téhéran, toute la population leur jeter des fleurs. J'aurais applaudi, j'aurais dit bravo, quel joli coup. Fantastique, ils ont ramené l'Iran dans la famille occidentale, on va faire du business avec les Iraniens vont enfin pouvoir se développer, ça va être merveilleux. Mais non, ils se lancent dans des opérations mal pensées, sans voir le futur, mal ficelées, sans nous consulter. Ils ont d'ailleurs tout à fait tort de ne pas nous consulter. Et en fait, ça finit en catastrophe pas seulement sur le Moyen-Orient, mais quelqu'un l'a dit autour de cette table, aussi sur l'économie mondiale. Oui. Et puis là-dessus, il y a quelques commodités aussi qu'il faut garder toujours dans le viseur. Je pense par exemple au tungstène. On n'en parle jamais du tungstène, mais de fait, si vous voulez produire des missiles patriotes, des THAAD, il vous faut du tungstène. Qui contrôle 85% de la production mondiale de tungstène? C'est la Chine. De fait, on a vu une augmentation des prix du tungstène, évidemment, à l'échelon mondial, mais on a vu aussi, bien sûr, une limitation drastique des exports de tungstène chinois. Là, on parle pas des terres rares, on n'est pas dans cette sophistication de produits qui font saliver certains. Là, ici, c'est un truc assez basique. Et ce tungstène, si vous n'en avez pas, si vous en disposez de moins en moins, si vous avez cette vulnérabilité sur l'approvisionnement, de fait, c'est toute la chaîne d'approvisionnement derrière des missiles qui est effectivement touchée. Donc là, les enjeux de vulnérabilité sur certaines commodités qu'on regarde pas du tout, il va se jouer sur plusieurs années au prix de on va. Pour répondre à la question, si on se situe en Pologne aujourd'hui ou dans les pays baltes, moi qui passe beaucoup de mon temps dans les pays baltes à parler avec les collègues, là on est quand même inquiet pour cette leadership américaine parce que toutes ces munitions qu'ils fabriquent pas ou qu'ils fabriquent en trop petite quantité, c'est qui les premiers qu'ils ont appelés pour dire ça va pas arriver tout de suite. C'est les Polonais, c'est les Suédois, c'est les pays baltes, c'est l'Estonie, c'est les Coréens. Et ils sont très inquiets. En Europe aujourd'hui, ça inquiète beaucoup de nos voisins à l'Est. Les Coréens, attention aussi. Ah non, mais les Coréens, c'est extrêmement important de voir quand, au mois de mars, puis au mois d'avril, les États-Unis ont déplacé des capacités positionnées sur la Corée du Sud, face à la Corée du Nord, évidemment, pour les positionner ici, dans le conflit iranien. Ça a beaucoup inquiété, effectivement, en Corée du Sud. Et au-delà de la question de la capacité du système militaro-industriel coréen, qui est tout à fait un concurrent, pour le coup, des États-Unis comme de la France et d'autres, là, l'enjeu, c'est un enjeu de politique. C'est-à-dire, encore une fois, ça dépasse le cadre du Moyen-Orient sur la question du positionnement des différentes capacités américaines à l'échelon mondial. Jusqu'où la colère de Trump peut-elle éclater? Les derniers développements concernent Oman. Oman, c'est cet État qui a des ambitions d'organiser un péage avec les Iraniens, ce qui est inacceptable pour les États-Unis. Et pour les pays du Golfe, pour certains pays du Golfe. En tout cas, écoutez ou lisons d'abord la réaction de Trump qui dit « Le détroit va être ouvert à tout le monde. Ce sont des eaux internationales. Oman se comportera comme tout le monde, sinon nous devrons les faire sauter. » Et depuis qu'il a dit ça, il y a eu X fois des gens qui sont allés à la Maison-Blanche pour dire mais il a vraiment dit ça, faire sauter Oman, c'est un sultanat, je crois. Il y a un sultanat d'Oman, absolument. Et écoutez, oui, la Maison-Blanche confirme. Le président souhaitait réaffirmer la liberté de navigation dans le détroit. J'ai eu un entretien avec l'ambassadeur d'Oman. Il m'a assuré qu'il n'était pas prévu d'instaurer un péage dans le détroit. Nos pays entretiennent de bonnes relations depuis 200 ans. Ils souhaitent que cela dure encore 200 ans. Je lui ai dit que c'était une idée vouée à l'échec et qu'il ne voulait pas mettre en danger les citoyens omanais, ni les institutions financières omanaises. Il a répondu à quelque chose de sérieux.
Oui, mais Oman a été le partenaire des Iraniens dans la fermeture du détroit d'Ormuz, et on peut bien dire que Oman avait beaucoup de mal à faire autrement parce que l'Iran est beaucoup plus gros et beaucoup plus fort. Mais Oman, c'est un ancien protectorat britannique qui était en train de devenir un protectorat iranien, et je pense que le rappel à Oman n'est pas, il est fait dans les termes classiques de Trump qu'on peut approuver ou pas et qui certainement choque le reste du monde. Mais essentiellement, ils ont été l'agent des Iraniens sur le blocage du détroit d'Ormuz. Et on peut comprendre qu'à ce moment-là, que les Américains fassent des réflexions désagréables. Non, mais est-ce que vous pouvez définir agent du détroit d'Ormuz pour les Iraniens? Parce que pour le coup, pour moi qui travaille à Oman, qui était encore au mois de décembre avant cette crise. Alors si vous avez des intérêts, avouez-les. Là, pour le coup, je ne comprends pas la logique quand vous dites que Oman est l'agent de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Pour un certain nombre de pays, moi aussi je travaille au Moyen-Orient, il y a un certain nombre de pays qui le considèrent aujourd'hui, malheureusement. Alors attendez, c'est un agent particulier. Ne confondez pas. C'est un agent qui a reçu à 2 reprises le Premier ministre d'Israël. Donc comme agent, on peut trouver mieux quand même. Dans cette opération spécifique il y a 2 côtés du détroit d'Ormuz, et pour tenir le détroit d'Ormuz en entier, il faut Oman. Donc, mais c'est pas le sujet. Alors pardonnez-moi. Pour les Américains, pour moi, il y a un contresens ici sur le sujet d'Oman. Pardonnez-moi, parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête. Première chose, c'est que Oman, effectivement, c'est une forme de Suisse du Moyen-Orient. Oman est un partenaire fiable, pour le coup, dans pas juste la relation avec l'Iran, mais également avec les Européens d'un côté, avec les pays du GCC de l'autre, même avec l'Inde et évidemment, bien sûr, avec les États-Unis. Et depuis longtemps. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les Iraniens, quand ils ont annoncé la création de cette autorité du détroit d'Ormuz, ils ont bien dit que justement ils mettaient sous leur supervision les eaux. On va pas faire un grand débat sur Oman à 23h46 parce qu'il y a d'autres événements qui requièrent notre attention. Sur Oman. Non, de plus grand respect pour Oman. Ne vous inquiétez pas, on va pas se fâcher avec pas de guerre avec le sultanat d'Oman, en tout cas pas pour l'instant. Oui, ça sert à rien. Un aéronef hostile a été intercepté au-dessus de la province de Boucher. Il faut revenir au dernier développement dans le sud de l'Iran. C'est la version iranienne pour l'instant. D'autres médias évoquent la destruction de drones américains de type Reaper près de la ville côtière de Jam, sans confirmation indépendante à ce stade. Regardez les images qu'on a là. Quels sont les moyens qu'ont les Iraniens, s'ils le veulent, de détruire en l'état les drones Reaper? Est-ce que c'est facile? Oui, c'est relativement facile parce qu'ils volent pas très vite. En plus, ils n'ont pas de système autonome qui leur permet d'envoyer des leurres comme un avion normal. Donc c'est une cible qui, en plus, en dehors du fait qu'elle peut effectivement être un drone tueur, elle peut emporter avec elle. C'est surtout au départ de l'observation. Ils s'en servent pas, au moins dans la configuration qui est celle-là. Je parle, le colonel Goya peut intervenir s'il pense que je me trompe, parce que il connaît bien le sujet aussi. Mais là, dans la configuration dans laquelle ils sont, c'est pas des drones qui sont comme on les utilisait nous sur en Afrique en particulier. Oui. Alors, mais effectivement, là, ils sont dans une zone qui est évidemment beaucoup plus dangereuse pour eux. Mais s'il y en a 24 au moins qui ont été abattus, c'est que c'est quand même. Ils sont pas armés, je pense. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont, ce sont ces images. C'est-à-dire que visiblement, il n'est pas abattu par un missile solaire. Il n'est pas abattu par un missile aérien. De toute façon, les Iraniens n'ont plus d'avions de combat, a priori. Mais il est sans doute, c'est ce qu'on dit, abattu par notre drone. C'est-à-dire que les Iraniens ont une capacité de drone anti-drone. Et ça, c'est relativement intéressant. C'est-à-dire que les Iraniens disposent quand même de plein de capacités. Il faut rappeler, le Shahed, c'est leur œuvre. Bien sûr. Et le Shahed et tous ses développements ont montré en Ukraine son efficacité. Oui. Ah oui, bien sûr. Alors les Russes, et d'autres versions qui renvoient d'ailleurs en Iran. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que on retrouve des drones filaires. Les drones filaires, c'est les Russes qui ont mis en place. On le voit au Hezbollah maintenant. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve partout. On les trouve au Liban, en train de taper sur la frontière sur les Israéliens, etc. Ça a tué un certain nombre de soldats ces derniers jours, y compris une aujourd'hui. C'est très compliqué. Rappelez-vous ces images de soldats français. Les images saisissantes du drone qui prenait cette base américaine au mètre près, avec une qualité d'image incroyable. Non, je crois que ils ont les moyens de leur politique, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas à hauteur des moyens américains, mais qui peut faire du mal, ça c'est sûr. Les partisans d'une guerre continuer jusqu'au bout de leur point de vue, c'est évidemment Israël. Israël, sans doute que ce soir, Benjamin Netanyahu suit tous ces événements en se disant tiens, c'est peut-être la fenêtre que j'attendais. Regardez les bombardements de l'armée israélienne dans la région de Tyr, dans le sud du Liban.
Israël dit avoir bombardé plus de 135 cibles du Hezbollah au Liban au cours des dernières 24 heures, notamment dans cette région de Tyr. Vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi. Est-ce que vous observez, vous, une volonté offensive décuplée des Israéliens ce soir ? Oui, absolument, dans la mesure où il y a certaines limitations qui sont imposées par les Américains par rapport à ne pas détruire d'immeubles, ne pas frapper la Daria au centre de Beyrouth. Mais par contre, si l'on coordonne et on avertit les Américains, une plus grande liberté d'action dans le reste du Liban et même pour les éliminations ciblées. Et donc, effectivement, Tyr est aujourd'hui l'une des cibles, avec aussi Sidon et Nabatillé. En ce qui concerne la ville de Tyr, qui a toujours été depuis des décennies un endroit stratégique, ça l'avait été même du temps des Fedaïn d'Arafat. Aujourd'hui, c'est un des endroits où il y a le plus de centres de commandement du Hezbollah et même des usines pour fabriquer des roquettes. Donc c'est un endroit qu'il faut frapper fort. C'est la raison pour laquelle Tsahal demande déjà depuis plusieurs jours aux habitants d'évacuer. Oui, Tyr, c'est aussi la grande ville du sud du Liban. Il n'y a pas que des chiites, il y a aussi des chrétiens qui habitent à Tyr. C'est une ville qui a des restes archéologiques romains qui sont au patrimoine mondial de l'humanité. C'est une ville touristique. C'est une ville, très jolie petite ville, Tyr. Et j'espère que les Israéliens peut-être qu'ils pourraient mettre davantage de modération dans leurs tirs. Je les trouve pas très ciblés contre le Hezbollah, et j'espère qu'ils ne vont pas raser cette ville où j'étais il y a encore quelques mois, et qui est une ville très sympathique et qui est très chère au cœur des Libanais. Le Liban, qui est un pays qui a été créé par la France. Très suivi au Liban. Je salue celles et ceux qui nous regardent du Liban. Alors, dans tout le Proche-Orient, LCI est très regardé, surtout dans ces circonstances-là, mais voilà. Et je salue d'ailleurs partout. Il y a beaucoup en Israël, beaucoup en Iran. D'ailleurs, je pense, l'Iran, c'est plus compliqué. C'est avec le VPN, j'imagine que ça peut passer. Encore, c'est assez compliqué. Là, est-ce que Netanyahou peut, forcer le destin et imposer à Trump, ou pousser Trump à y aller quoi qu'il en soit? Moi, je crois que ça va être l'inverse. Je crois que, mais d'ailleurs, Raphaël Jérusalemi, c'est une allusion à ça, mais je crois que c'est l'inverse. Je crois que Trump va donner l'ordre, parce que il veut à tout prix que sa négociation avec l'Iran aboutisse. Les Iraniens ont mis le Liban dans l'agenda de négociation, et donc je pense qu'il va y avoir un ordre assez tôt, peut-être même demain, de la Maison-Blanche à Israël d'arrêter ses opérations. Regardez, au Liban. L'explosion à Tyr qui donne une idée de ce qu'Israël veut faire, non seulement contre le Hezbollah, mais contre tous les proxys de l'Iran dans la région. الآثار غارتين كتير قوايا فقعت بوجهي. Raphaël Jérusalemi, on a vu que Trump demandait à Netanyahou de ne pas détruire des immeubles entiers à Beyrouth. Est-ce que les Israéliens vont obtempérer? Alors, probablement que oui, mais avant tout cela, puisque vous venez de mentionner qu'il y avait un public libanais qui nous regarde en ce moment, et pour rassurer Monsieur Girard, nous allons éviter bien sûr de frapper les endroits les plus beaux du Liban, de ce beau pays dont nous rêvons tous, les Israéliens, que nous pourrons un jour y venir en touristes justement, en admirer les richesses archéologiques, en goûter le bon vin, la bonne nourriture, aller à Beyrouth au casino, et les pistes de ski, surtout les très belles pistes de ski. Je peux vous assurer que c'est dans le cœur de tous les Israéliens et de beaucoup de Libanais en fin de compte que nous soyons un jour ces deux pays, ces deux peuples en paix, qui est un petit peu comme les Iraniens. On a quand même un petit peu la même mentalité, c'est-à-dire nous sommes des Orientaux, mais avec une ouverture sur ce qui est la culture occidentale, être de bons vivants. Et donc, nous prions tous ensemble pour la paix. Et moi, en tous les cas, je réaffirme mon amitié sincère pour le peuple libanais, en espérant que le travail que fait Tsahal en ce moment est pour le bien du peuple libanais. Je pense que si on débarrasse ce pays du Hezbollah,
eh bien, il pourra s'épanouir bien mieux. Et si nous avons une paix avec eux, une frontière reconnue, je pense que les relations économiques, culturelles et autres seront extrêmement riches entre les deux pays. Ceci étant, malheureusement, pour l'instant, comme par le passé, le Liban est gangréné par des factions terroristes, dont le Hezbollah, qui aujourd'hui représente une menace que l'armée libanaise n'arrive pas tout à fait à maîtriser. Je précise que dans le cas de Tyr, il y a des coordinations avec l'armée libanaise qui marchent pas toujours à 300%, mais il y a un travail qui est fait entre Tsahal et l'armée libanaise, justement dans cette région, et aussi avec certains clans, car n'oublions pas que le Liban est une mosaïque de grandes familles, de tribus, voudrais-je dire, de clans, et certains donc sont avec nous dans ce combat contre le Hezbollah, en espérant que le dénouement sera pacifique. Si les Américains nous demandent d'arrêter comme ils ont arrêté face à l'Iran, ça ne sera que partie remise, le Hezbollah se refera une santé et tôt ou tard, on devra revenir à la charge avec encore plus de pertes et de souffrances des deux côtés. Raphaël Jérusalemi, regardez, merci, jusqu'où ira Trump. Cette image, c'est le Nimitz qui est en train de croiser au large de Cuba. Et là, on est dans l'ambition suivante de Trump. L'administration Trump se prépare, c'est Axios qui le dit, qui est en général bien informé, à l'effondrement du gouvernement totalitaire cubain dès cet été et à élaborer de nouveaux plans de réponse militaire au cas où l'île sombrerait dans le chaos. On ne sait pas très bien si se prépare ou s'il veut pousser le régime à tomber. C'est un peu ambigu. Il veut pousser. Ils sont déjà sur un blocus où il y a presque plus de... Enfin, l'économie cubaine est en train de s'effondrer. C'est question de Nimitz. Alors, on parle beaucoup du dernier cri dans l'armée américaine. Juste pour rappel, le Nimitz était... le chantier a commencé en 62. Le Nimitz a été mis en service en 75. Donc, on n'est pas sur le plus moderne et le plus technologiquement avancé de ce que l'armée américaine ou la marine américaine a à offrir, mais effectivement ça met une pression. C'est un ennemi depuis bien évidemment le début de ce régime-là, avec bien évidemment Marco Rubio pour qui c'est un peu son rêve de faire tomber ce régime qui est le régime bien évidemment qui a fait fuir ses parents comme beaucoup de Cubains qui sont bien évidemment aussi, si on parle des élections américaines, aussi une base de Donald Trump, notamment en Floride. Est-ce que ce sera la guerre de Rubio qui fait partie des présidentiables pour l'élection prochaine? Écoutez le secrétaire d'État américain. Cuba est dans une situation très difficile, car malheureusement le pays est dirigé par une bande de communistes incompétents. Être communiste c'est mal, mais être communiste incompétent c'est pire que tout. Vous savez, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour le peuple cubain, et j'espère qu'il y aura une issue favorable pour eux. Ils sont à 145 km de nos côtes, et avoir un État défaillant si proche constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Vous avez votre mère Darius disait, sans doute aussi, faute de grive, on mange des merles. Je pense qu'elle disait ça, votre maman. C'est vrai. Voilà, faute de grive, on mange des merles. Alors, les grives, c'était soumettre l'Iran faire une révolution en Iran et ramener l'Iran dans le giron américain. Ça a échoué. Donc on va rentrer chez soi. Est-ce qu'au passage, effectivement, on va se taper le merle cubain? Eh bien, pourquoi pas? Ça rappelle un peu Reagan, qui en 1983, après avoir perdu 250 soldats américains tués par le Hezbollah, d'ailleurs, qui voulait 258, vous donnez le chiffre exact, eh bien, a décidé de quitter le Liban. Les Américains, comme les Français et les Italiens, étaient là pour pacifier le Liban. Là, 258 morts, c'était trop. On quitte. Mais comme il fallait cacher un peu cet échec un peu honteux des Américains, eh bien, il y a eu juste après l'opération de Grenade, où Reagan a montré quand même que l'Amérique était très... Et peut-être que ce scénario veut peut-être que Monsieur Rubio, le secrétaire d'État, pense à ce scénario qui ferait oublier la mésaventure. Madame Mitterrand a été très pro-cubaine, et il y a encore aujourd'hui des gens qui soulignent, avec une part de vérité parfois, qu'il y a les médecins cubains, enfin il y a 2-3 petits trucs comme ça où ça fonctionnait plutôt. Ils ont un bon système éducatif. Dans les hôpitaux, il faut payer pour tout, le papier toilette, les seringues, absolument tout, parce qu'ils sont exsangues. Mais il faut dire que ce sont les sanctions américaines, mises dès Eisenhower. C'est toujours Eisenhower, on a mis des sanctions contre le régime cubain. Quel était le crime
de la rébellion cubaine de l'époque de Fidel Castro, c'est d'avoir renversé le régime corrompu de Batista, qui gérait un immense bordel, un immense casino pour les Américains. Voilà. Et au départ, comme vous le savez très bien, Fidel Castro n'était pas du tout communiste. C'est seulement après les sanctions mises dès Eisenhower, je ne parle pas de Kennedy. Il avait même fait un voyage aux États-Unis étonnant, où il était un peu l'échecu des Américains. Tout à fait. Fidel Castro n'était pas du tout un communiste. Et c'est uniquement poussé, parce que, effectivement, Fidel Castro avait fait des nationalisations, et oui, de compagnies sucrières américaines. Léonard, est-ce qu'à la fin, c'est une manifestation d'impérialisme américain, ou au contraire, est-ce que vous serez satisfait de l'interventionnisme américain à Cuba ? Pour le coup, là ici, je partage pas la grille de lecture de Renaud. C'est-à-dire que là ici, c'est pas pour moi, faute de griffe, on mange des merdes. Parce qu'on a vu la question de Cuba être positionnée déjà, évidemment, durant le premier mandat de Donald Trump, bien sûr, mais surtout dans toute la panoplie stratégique qui a été développée par tout l'aéropage de think tanks et de penseurs autour de la campagne de Donald Trump en 2024, qui disait très clairement qu'il fallait avoir une hégémonie dans l'ensemble de la Caraïbe, ce qui avait fait évidemment poser problème, bien sûr, à nos amis vénézuéliens. Évidemment, chacun sait ce qui s'est passé avec la capture de Nicolas Maduro, n'est-ce pas? Là ici, non, bien sûr, cet État était pauvre. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas le régime à défendre. Non, j'étais pas en train de le défendre évidemment. Ce que j'étais juste en train de dire, c'est que c'était la première étape. Et là, pour ce qui est de Cuba, l'enjeu qui a été porté par tous ces think tanks conservateurs et autres, c'est l'idée de dire on ne peut pas laisser Cuba, d'un point de vue non pas géopolitique, mais d'un point de vue géostratégique cette fois-ci, avoir la possibilité de bloquer du trafic maritime énergétique dans les détroits de Floride et dans le passage du Yucatan, donc de part et d'autre de Cuba. Mais aussi, il faut penser ici au canal du Panama, c'est-à-dire que comme vous avez 76% du tonnage de ce qui passe par le canal du Panama qui a une origine ou une destination les États-Unis, eh bien de fait, si vous voulez contrôler également ou protéger ce détroit du Panama, il faut être capable de pouvoir protéger également le Windward Passage, le troisième détroit qui est lui à l'est de Cuba. Depuis 1962, la flotte cubaine qui n'existe pratiquement pas, la marine cubaine, n'a pas empêché le moindre navire de guerre ou commercial américain de passer où il voulait dans les eaux des Caraïbes, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que les Américains veulent, ou est-ce que Trump veut rétablir la doctrine Monroe, c'est-à-dire que l'ensemble du continent américain m'appartient et ça appartient à mon empire? La réponse est oui. Mais la réponse est oui. Mais c'est pour ça que c'est pas simplement Donald Trump en réalité. On l'a vu, c'est une grande tradition américaine. Moi, je pense que même l'école des Amériques pour essayer de on va dire renverser certains gouvernements ou aider l'opposition dans certains pays, c'est une vieille tradition américaine, démocrate et républicain pour le coup, qui continue. Et je pense que c'est le rêve aussi d'une certaine génération et de leurs enfants, c'est-à-dire ma génération, de voir tout simplement ce gouvernement tomber. Et donc s'il peut le faire, parce que c'est quand même plus facile que l'Iran, il faut le dire, ça ferait plaisir à un certain électorat dans une année électorale avec Marco Rubio qui clairement est déjà parlons-en de Rubio. On va repartir dans quelques instants pour l'Iran puisqu'il se passe des choses ce soir. Nous sommes toujours en direct évidemment. D'abord, Rubio, personnage, il prend une place toujours grandissante, peut-être même plus parfois que le vice-président, en tout cas dans la course à la suite. Oui. Écoutez de quelle manière son anniversaire, je pense qu'aujourd'hui ou hier, a été marqué. My DJ name? Your DJ. You're not ready for my DJ name. Rock your body. Voilà, qu'on comprenne bien, il est un des hommes les plus puissants du monde. Je crois que Kissinger avait été, mais successivement, lui, département d'État et sécurité nationale. C'est-à-dire conseiller national de sécurité, puis secrétaire d'État. Lui, il est tout à la fois. Mais le poste le plus important, c'est secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est la seule fonction ministérielle qui soit citée dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. Dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, vous avez le président, qui est évidemment cité, et le secrétaire d'État. Le secrétaire au Trésor n'est pas cité. Le secrétaire à la Défense n'est pas cité. Donc le secrétaire d'État, c'est au-dessus, et c'est pour ça, vous avez vu dans les images que vous avez montrées tout à l'heure, il est assis à la droite du
président. Est-ce que, alors ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous croyez, je peux poser la question à mes camarades, est-ce que vous pensez qu'il est en train de l'emporter sur J.D. Vance, parce que normalement, il y avait un deal, c'était J.D. Vance qui devait... Alors, il n'y a pas de deal du tout. Il y a Trump qui pose à tout le monde la question, alors vous pensez c'est plutôt celui-là ou celui-là, avec justement une pression, enfin, on va dire, il joue pour qu'il s'entretue, en quelque sorte. Moi, je dirais juste que je sais sur les donateurs républicains, Rubio est en train de gagner chez certains donateurs. Il y a eu dans le Vanity Fair un article qui s'appelait « L'humiliation de J.D. Vance ». Qui dit beaucoup, et il y a beaucoup de donateurs, notamment tous ceux qui aimeraient bien, peut-être qui sont beaucoup plus traditionnels, mais qui ont quitté par exemple la Heritage Foundation pour rejoindre Mike Pence, entre autres, qui sont en train de miser sur Marco Rubio, qui en plus se mettre en scène, on le voit, un mariage de famille, faire le DJ, il parle en espagnol, il prend des questions de manière beaucoup plus sympathique, il a une sorte de naturel qui plaît à beaucoup de monde, y compris au centre. Et l'humiliation de J.D. Vance, c'est quand il a été rappelé. C'est remarquable. Il fait des références historiques qui rappellent ce que c'était que la politique en Amérique avant l'ère Trump. Et il a quelque chose d'extraordinairement rassurant. Et d'autre part, ça fait un bon bout de temps qu'il fait de la politique au niveau. Il était sénateur, et il a quand même un historique. On peut le juger un peu sur sa carrière politique. Et Elisabeth, c'était quoi l'humiliation ? Il y a un besoin que ça redevienne normal aux États-Unis. C'est pour ça que je pense que Trump, ça sera un one shot ou un two shot avec les deux présidences séparées. Mais Rubio, ça a la possibilité de renouer avec une manière de faire de la politique dans laquelle les Américains se comprennent. Et je voyais que Elisabeth nous dit c'était quoi l'humiliation. Non, mais justement, l'article Vanity Fair parlait du fait que, notamment à cause de cette guerre, J.D. Vance est de plus en plus exclu et qu'on voit de plus en plus Marco Rubio. Et ce que ça fait, notamment sur tout ce qui est le système donateur, parce qu'il faut pas oublier que les Américains, l'élection coûte très très cher, donc c'est un enjeu clé. Les choses bougent. Regardez, c'est le lancement de missiles iraniens. La télévision d'État iranienne diffuse des images du corps des gardiens de la révolution islamique qui tirent des missiles, affirmant qu'ils visaient des bases américaines dans la région. On y reviendra dans quelques instants, on verra ce qu'il en est exactement sur la destination et s'ils ont atteint leur cible. Mais quoi qu'il en soit, ce régime continue à exister, à tirer, à défier les États-Unis. Regardez cette séquence de clips. Vous savez, ils utilisent les Legos pour faire leur propagande. Ce nouveau clip qui montre de quelle façon ils essaient de titiller encore davantage la puissance américaine. Whole world watching, slaughtered daily. Only one says not on my watch. Plainly, we don't bow, we don't sell, we don't buy what you sell. The last wall standing, that's Iran. Every child buries what they done. The last wall standing, that's Iran. We don't bow to bow out. We never run. Voilà, il y a là en résumé toute la propagande de la République islamique d'Iran. Dans un style américain. On voit que c'est un effet miroir, que les propagandistes iraniens sont absolument fascinés par leur ennemi américain. Ils veulent surtout c'est vraiment c'est hollywoodien comme c'est ça. Et en particulier dans les universités américaines où il y a beaucoup contre ces projets américains, ça sait en réalité les intérêts de l'Iran. Donc ce genre de choses, c'est dirigé vers la jeunesse américaine. Non mais avant ça, vous vous dites pas que juste la culture internet, effectivement plutôt occidentale, a juste irrigué la jeunesse iranienne, notamment la jeunesse éduquée, qui est notamment et dans les universités a fait des études tout simplement de design, d'art, etc. Tout simplement. Non, mais alors on le voyait déjà avec l'État islamique, il y a quand même une stratégie de toucher des publics chez nous. Ça, je suis d'accord. Dans les langues de chez nous, avec les codes de chez nous. Je suis d'accord, mais ça c'est un deuxième temps. C'est un deuxième temps. Qui est touché dans parce que alors il y a évidemment la République islamique elle-même, mais dans cette façon de dire, regardez les puissances de l'argent, les États du Golfe qui sont alliés d'Israël ou qui sont trop alliés d'Israël du point de vue de la République islamique d'Iran, qui est d'après vous touché, y compris en Afrique? Oui, vous touchez aussi les populations chiites de ces États arabes aussi. Il ne faut quand même pas les oublier. Chaque fois qu'il y a des populations chiites quelque part, vous avez la main de l'Iran qui est quand même pas très loin dans un certain nombre de ces monarchies du Golfe. Mais c'est très vrai en Afrique aussi. C'est très vrai, bien sûr. Non, mais c'est en Afrique, c'est vrai. C'est un message universel. Après, pour les Iraniens, il y a un autre message, il y a une autre communication, etc., beaucoup plus classique. Mais là, c'est pour le reste du monde. Mais c'est une communication qui est
au bout du compte qui est global. Là où les Américains, ils montrent les vidéos américaines, c'est on montre ses muscles, regardez, un super fort, machin, truc. On n'ose pas y aller quand même, on n'ose pas prendre de risque, mais on est super fort. Et ça s'adresse uniquement, en réalité, on y revient toujours, ça s'adresse uniquement au public américain et plus particulièrement l'électorat de Trump. Et c'est pour ça que c'est pas le même, ça n'a pas forcément le même impact. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer l'impact quand même de toute cette communication. Je ne suis pas sûr que dans l'électorat de Trump, ça a beaucoup d'impact, parce qu'il le suivra jusqu'au bout. Mais par contre, par exemple, je rejoins ce que disait Anne-Elisabeth, dans les facs américaines, dans la gauche américaine aujourd'hui, c'est des choses qui mobilisent, alors qu'on est dans une année électorale, avec aussi des divisions chez les démocrates, notamment sur ces questions-là. Oui, et puis il y a quand même aux États-Unis, il y a quand même un grand doute quand même sur cette guerre. Il n'y avait pas un soutien phénoménal. Et donc là, ces vidéos, introduisent, elles contribuent à ce doute, elles rajoutent quelques éléments. Toujours. Oui, les Américains constatent qu'il n'y a aucun gain politique, et puis se rappellent que Donald Trump avait fait campagne sur le thème qu'il ne commencerait pas de nouvelles guerres, et qui finirait les guerres existantes. Là, effectivement, le public américain commence à se poser des questions, d'autant plus qu'il a l'impact économique qui lui arrive, notamment, comme vous le disiez, sur la côte ouest des États-Unis. Je vous interromps, regardez, parce que au fond, la Maison-Blanche envoie des signaux, et souvent, c'est très curieux, parce que c'est une méthode de propagande qui est intéressante, qui d'ailleurs peut fonctionner. Souvent, c'est énigmatique. Et voilà, la toute dernière vidéo publiée par la Maison-Blanche, c'est le compte officiel de la Maison-Blanche, c'est pas un zozo. Et qui montre le survol d'un champ avec écrit en, comment on appelle ça, c'est des crop, comment on appelle ça, les gens qui font dans les champs arrivent à faire des... Oui, c'est des crop circles. Crop circles, voilà. Et là, c'est chargement, loading. Voilà. Quel sens ça peut avoir d'après vous? Qui est américanologue j'ai envie de dire, ça veut dire on attend, mais c'est comme Dan Scavino l'autre jour avec la chanson italienne de Puccini qui disait on ne dort pas. Voilà. Ici, il y a une vraie différence dans la stratégie de communication de viralité entre ce que font les États-Unis et ce que fait l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran a un message fondamental qui joue en fait sur une question fondamentale aux États-Unis, notamment dans la sphère MAGA, c'est pour qui faisons-nous la guerre? C'est ça qui est aujourd'hui en train de fracturer la base MAGA. Et l'Iran vous dit, il faut la guerre, vous faites la guerre pour Israël et pas pour vous. Ici, ce qui est intéressant, c'est que chez les Américains, la stratégie de viralité, elle est toujours sur une question de teasing. Mais en fait, ce teasing, la plupart du temps, n'aboutit à quasiment rien ou fait un flop. Mon chef d'édition, Amel Jean-Lauriette, me dit des choses plus tangentes. Il dit, est-ce que vous savez que Trump est très obsédé par la question des extraterrestres. Oui, aussi. Et c'est ça dans les champs. Évidemment, c'est pas le cas, mais souvent passe pour des choses dessinées par les extraterrestres. Vous savez pas ça, ils ont beaucoup publié. Vous êtes en contact vous aussi avec les extraterrestres? Mais plus important, l'Amérique a une école de science-fiction très active qui existe dans la littérature depuis les années 20. Et c'est une vraie passion. Et c'est très important. C'est un auteur de science-fiction qui a inventé le métaverse, l'ubérisation et les immenses radeaux plein d'immigrés qui arrivent aux États-Unis, qui s'appelle Neil Stephenson, et il a été immédiatement embauché par Jeff Bezos juste après la publication de son livre en 1992. Et il y a une vraie volonté de déclassifier toutes les informations qui ont été existées. Alors, tous les phénomènes que les pilotes repèrent qui sont un peu anormaux. Ça fait partie de la stratégie de saturation de l'espace médiatique. Bien sûr, Donald Trump se sert de tout. Et cette question, effectivement, des ovnis, des UFOs, il s'en est déjà servi 2 fois depuis le début du conflit en Iran. Et effectivement, si votre chef d'édition a raison et qu'en fait, c'est ça que Donald Trump est en train de nous teaser, on verra bien ce qu'il en est. Mais ici, il y a encore une fois rien de surprenant. Et ce que je voulais surtout évoquer ici, c'est que d'un côté iranien, en fait, on balance des messages, alors que chez Donald Trump, on essaye toujours de créer une forme de suspense, etc. Et malheureusement, même quand il avait fait, par exemple, May the 4th be with you, le 4 mai dernier, avec tout un truc autour de Star Wars, etc., ça fait flop. C'est-à-dire que la viralité se limite aux MAGA déjà convaincus, et de fait, ça va pas plus loin. À ma connaissance, les Américains, Madame Moutet, à ma connaissance, les Américains envoient toujours un signal dans l'espace pour voir si les extraterrestres répondent. Oui, absolument. Alors oui, c'est plus que ça, c'est le programme SETI. Et des capsules aussi. C'est vieux ça, bien sûr. Et il continue en ce moment.
Oui, mais dans le monde entier, en fait, il y a une seule fréquence sur le monde entier, la fréquence de 1420 MHz, qui est réservée pour, en fait, envoyer des signaux à l'extérieur. C'est la fréquence, en fait, de l'hydrogène, en réalité. Et de fait, l'enjeu, c'est que, grâce à cette fréquence, effectivement, c'est là qu'on a le plus de chances de détecter une civilisation extraterrestre quelque part. Certains disent même que c'est dangereux, parce qu'il ne faut pas aller chercher des gens qui peut-être seraient mal intentionnés. Tout à fait. Là, si vous voulez qu'on parte sur le... repéré, parce que, évidemment, ils étaient tellement nuls. Si vous voulez qu'on parte sur le paradoxe de Fermi, là, pour le coup, on peut partir sur le paradoxe des Fermi, avec les 10 explications de pourquoi c'est peut-être une mauvaise idée, effectivement, de se trouver des amis dans l'univers. Hollywoodienne est la grande ces gens comprennent productrice. peut-être la science. L'Amérique hollywoodienne est C'est comme ça la qu'on les grande comprend. productrice des mythes de notre époque. Et puisqu'ils ont fait, comme vous l'avez très bien dit, Anne-Elisabeth, et c'est eux qui ont fait tous les grands films de fiction et les Fahrenheit 451, tous les grands romans de fiction aussi. Ce sont les Américains. Et ben, quand on produit des mythes, eh ben, on finit un peu par y croire soi-même. Quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Scott Bessent, c'est quelqu'un qui vous ramène aux réalités. Ça, je vous assure, quand vous avez Scott Bessent dans une pièce, là, on n'est plus à rêver. Ce sont les contes et c'est la puissance. Écoutez-le qui dit, notre patience a des limites. Nous faisons preuve de patience, mais notre patience n'est pas illimitée. Trump privilégie toujours un accord de paix, c'est pourquoi toutes nos actions jusqu'à présent ont été défensives. Et c'est ce que nous allons continuer de faire. Mais si le président Trump estime qu'il ne peut pas obtenir d'accord de paix, alors l'option militaire sera de nouveau d'actualité.